Bienvenue à toutes et à tous sur Financial Afrique dans le grand débat de Financial Afrique. Alors, Washington a annoncé cette semaine qu'elle exclurait l'Ouganda à partir de janvier 2024 de son programme AGOA, un programme qui permet d'exporter les produits vers les États-Unis sans droit de douane. Rappelons que cette décision fait suite à la loi criminalisant l'homosexualité en Ouganda et l'Ouganda qui, depuis août également, est suspendu de tout financement de la Banque mondiale. Autre cas de figure, à Kaolack, à plus de 200 km de la capitale sénégalaise, une personne soupçonnée d'être homosexuelle du nom de Sherfal, qui avait été inhumée la veille, a été exhumée du cimetière de Léonard Niassène, et puis traînée hors du cimetière brûlé. Alors, donc, pour rappel, à ce jour, seul l'Afrique du Sud, le Botswana et le Gabon ont dépénalisé l'homosexualité. Voilà, le débat d'aujourd'hui porte sur homosexualité en Afrique, un débat politique financier ou un faux débat. Pour en parler, je suis en compagnie d'Adama Wad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour, monsieur Wad. Bonjour Dominique Mabika. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on fait le point concernant l'homosexualité en Afrique. Oui, vous avez d'emblée parlé de l'AGOA, African Growth Initiative Act. C'est un programme américain lancé en l'an 2000 et qui avait pour but d'encourager les Africains à commercer avec les États-Unis. Et la philosophie qui était sous-tendue derrière, c'était de dire, écoutez, on ne fait plus d'aide, on va faire du business avec les Africains, on va faire des programmes de développement, de co-développement, et plutôt que de continuer à assister l'Afrique. Bien évidemment, comme tout programme américain, celui-ci est sous-tendu par une idéologie, le respect des droits de l'homme. Donc les Américains sont très pointilleux là-dessus et chaque année d'ailleurs, à l'occasion des réunions de la GOA, ils annoncent de nouveaux entrants, ils excluent d'autres. Un exemple, cette année par exemple, ils ont réintroduit la Mauritanie et ils viennent d'exclure le Gabon. Justement, pourquoi? Parce que vous le savez, les lecteurs le savent, il y a eu un changement anticonstitutionnel au Gabon. Ils viennent d'exclure aussi dans la même veine le Niger, pour les mêmes raisons. La Centrafrique aussi, pour diverses raisons, dont le non-respect des droits de l'homme, et surtout l'Ouganda. Alors, l'Ouganda, c'est un cas un peu particulier, puisqu'ils viennent en août, entre mars et août dernier, de promulguer une loi jugée liberticide et homophobe, etc., pour toute la communauté LGBTQ+. Donc, c'est une bataille vraiment entre le Parlement ougandais, la présidence ougandaise et les institutions internationales, puisque cette exclusion de l'AGOA fait suite à une autre sanction de la Banque mondiale qui devait accorder un prêt de 65 millions d'euros à Kampala et qui a refusé finalement parce que, jugeant que ce pays a promulgué une loi contraire justement aux valeurs de la Banque mondiale. Mais cette sanction, elle est alignée sur un certain nombre d'institutions internationales et d'organismes, de communautés. Par exemple, l'Union européenne, depuis 2021, a voté une loi en disant qu'elle ne va plus financer ou assister tout programme contraire à ses valeurs. Et ça, on parle bien évidemment de la protection justement des minorités LGBTQ+. Et d'ailleurs, la Commission de l'Union européenne avait déclenché une procédure contre la Hongrie, qui est très conservatrice sur la question. Et cette procédure, d'ailleurs, n'a pas abouti. C'est pour vous dire que les opinions sont très divisées. Il n'y a pas d'un côté l'Occident, de l'autre l'Afrique, ou de l'autre le reste du monde. Même en Occident, les gens ne sont pas tous d'accord sur justement cet agenda. Il y a de vrais débats, de vraies oppositions, mais avoir la hargne avec laquelle les institutions occidentales, les États essayent d'amener l'Afrique justement dans cet agenda, avoir donc ces moyens de pression financiers, économiques, politiques mis en avant. On a l'impression que l'Occident a adopté ces lois depuis très longtemps.
Or, un simple retour, une simple rétrospective suffit à le démontrer. C'est très récent, toutes ces lois sur l'homosexualité, etc., la protection des communautés est très récente. Pour ne citer qu'un exemple, en France, la dépénalisation n'est intervenue qu'en 1982 avec le président Mitterrand. Alors, en parlant d'agenda, pourquoi l'Occident veut imposer son agenda à l'Afrique? Alors, ce n'est pas imposer un agenda. Moi, je pense que c'est plutôt l'Occident est en évolution constante sur les questions des libertés et des droits. Et n'oublie pas que l'Occident tel que nous, on se le représente, c'est un peu l'ordre mondial qui est né des ruines de l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu, après la conférence de Yalta, un nouvel ordre mondial qui était porté par les Américains et qui était challengé fortement par l'Union soviétique jusqu'en 1989. Et cet ordre, comme tout ordre d'ailleurs, avait besoin d'une morale. Et la morale, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des droits de l'homme, avec la déclaration, avec tous les textes qui l'accompagnaient. Et d'ailleurs, qui a eu son pendant africain, c'est la fameuse Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, ou la Charte de Banjul, qui date de 1986. Donc, ces déclarations réaffirment les libertés individuelles, la liberté donc d'avoir ses orientations, etc. Et beaucoup de pays, de nos pays, ont adopté ces chartes, les ont ratifiées. Et aujourd'hui, je dirais le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas est-ce que il y a une tolérance vis-à-vis des communautés. En tout cas, je pense qu'il y a des tabous en Afrique, mais on n'a jamais vu de répression vraiment, parce que l'Afrique a toujours été un continent de tolérance, d'accueil et de générosité. Et l'Afrique a toujours su, à sa manière, à travers son histoire d'ailleurs, on le voit, a toujours su inclure toutes ces communautés, mais sans forcément qu'il y ait des idéologies, par exemple, qui sont associées par certains pays comme d'idéologies décadentes. Carrément, la critique aujourd'hui qu'on porte à l'Occident, c'est que l'Occident est rentré dans une ère de permissivité, de décadence. Bien sûr, ce n'est pas mon opinion. Moi, je pense qu'il est important qu'on respecte les droits de l'homme. C'est vraiment fondamental qu'il y ait de la tolérance dans la société, dans l'espace public de communication, et qu'il y ait des débats d'idées, parce que c'est ce qui va faire avancer les sociétés. Et maintenant, sur la question, l'Afrique, comme tous les autres pays, chacun a sa trajectoire historique. En Europe, sur le vieux continent, c'est seulement en 1930 que le Danemark, je le dis de mémoire, pour la première fois, a dépénalisé l'homosexualité. Donc, jusqu'en 1989, c'était un crime en France. Jusqu'en 1994, c'était un crime en Allemagne. Et le premier mariage gay, je pense que c'est dans les années 2000-2001 avec les Pays-Bas. Donc on est dans des évolutions très récentes. Et là où je ne suis pas d'accord justement avec nos partenaires occidentaux, c'est de vouloir tout de suite imposer le même rythme à tous les peuples, le même agenda, alors que chacun, et là l'exemple éloquent, c'était un avis de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait dit que chaque pays avait le droit de transposer dans sa législation nationale ou de ne pas transposer le mariage gay. Il n'y a pas une obligation à le faire de la même manière et dans le même temps que tous les autres pays. Donc chaque pays suit sa trajectoire. En Afrique, je pense que le vrai débat, il y a des débats, mais vu l'évolution économique de l'Afrique actuelle, vu les réalités africaines, le vrai débat aujourd'hui, c'est comment nourrir l'Afrique. C'est vraiment, on n'est pas encore dans des débats je dirais, de riches, où on a
on a vraiment rempli la pyramide de Maslow et on est dans une nouvelle génération de désirs ou bien d'envie de liberté. Je pense que là, l'Afrique est dans le dur. Et le dur, c'est quoi? C'est d'abord de résoudre des questions très basiques comme se nourrir, se loger, se vêtir, trouver de l'emploi à sa jeunesse. Est-ce à dire aujourd'hui que le débat sur l'homosexualité est un faux débat parce que vous dites que donc l'Afrique a des priorités? Alors, malheureusement, ce n'est pas un faux débat parce qu'on est dans un monde en interaction permanente et il y a des idées qui sont importées en Afrique tous les jours à travers les traités et les conventions que nous signons, à travers aussi les demandes d'aide. Alors je vous dis, cher Dominique, aujourd'hui toutes les institutions internationales s'alignent sur la Banque mondiale. C'est-à-dire que l'octroi de l'aide est conditionné au respect d'un certain nombre de règles. Et on ne peut pas, par exemple, d'une part aussi, ça c'est notre critique à nous les Africains, continuer à dépendre à 100% de l'aide internationale, de la générosité de nos partenaires et dire que oui, nous avons notre agenda, nous avons le pouvoir de refuser. Nous allons à présent aborder le dernier volet de ce débat. Alors, quid du monde arabe? Pourquoi on n'entend pas souvent parler de l'homosexualité dans les pays arabes et pourquoi dans ces pays où la peine de mort est appliquée par rapport à l'homosexualité, on n'entend pas de pression sur ces États? Bon, il y a 11 pays qui appliquent la peine de mort et tous ne sont pas arabes. vous avez l'Ouganda déjà un exemple qu'on avait cité à l'entrée, qui est sous sanction. Bon, c'est tout à fait normal. Vous savez, les pays arabes, contrairement aux pays africains, ils sont excédentaires. Donc, le rapport avec le monde est inversé. Ce n'est pas eux qui vont vers le monde, c'est le monde qui vient vers eux. L'Arabie Saoudite, vous avez beau la critiquer, mais à la fin de la journée, c'est elle qui a des pétrodollars dans ses coffres, c'est elle qui investit dans le monde où elle veut, c'est elle qui attire les investisseurs aussi parce qu'elle a des puits de pétrole immenses, des réserves. Donc, l'Arabie Saoudite pèse un poids non négligeable dans les relations internationales du fait de son économie et de sa situation excédentaire. Le petit Qatar est dans la même position, grand investisseur, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Les Émirats arabes unis sont dans la même situation, des pays attractifs de par leur réussite économique. Dubaï quand même est sorti du désert avec juste des idées, il n'y a rien d'autre, c'est juste des idées qui ont été matérialisées. Donc quand vous avez ces pays, leur structuration, leur organisation, vous ne pouvez pas leur imposer quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas besoin de vous. Ce n'est pas le cas de nos pays, puisque tous les matins, quel est le programme de nos dirigeants à leur réveil? C'est comment trouver de l'argent pour construire un puits, construire une salle de classe, construire un hôpital. Nos États sont quasiment en faillite du fait de leur dépendance totale à l'aide internationale. Comment vous pouvez dépendre de l'aide internationale et dire nous allons dicter notre loi, nous allons refuser? Vous savez, il y a un proverbe wolof, et je dirais même un proverbe à la fois wolof et hassani, mauritanien. Parce que ce proverbe, il dit, si quelqu'un vous prête les yeux, il va vous dire où regarder. Alors, si quelqu'un vous prête les yeux, il va vous dire où regarder. Nous allons mettre fin à ce débat en atterrissant au Sénégal. Rappelons-le qu'en 2013, lors de la visite de Barack Obama au Sénégal, le président Macky Sall avait déclaré que le Sénégal n'est pas disposé à dépénaliser l'homosexualité. La question de la dépénalisation de l'homosexualité a été relancée à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors, Macky Sall, bien que le pays dépend de ces institutions de Bretton Woods, qui récemment même a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale, mais le président Macky Sall a su dire non. Moi, je dirais que c'est le choix de l'équilibre. Le président Macky Sall a été équilibré, aussi bien face à Barack Obama que face au Premier ministre canadien, en leur disant que nous avons notre propre vision du monde, nous les Africains, mais il n'a pas fait de la surenchère comme le président Museveni de l'Ouganda.
et qui, lui, est parti dans une attaque frontale des institutions internationales, lui et son Parlement, en disant nous allons même pénaliser. Je pense que la nuance, elle est toujours porteuse de solutions, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, la question, elle n'est même pas soulevée, ce n'est même pas un débat de dépénaliser l'homosexualité. D'ailleurs, on l'a vu avec les événements malheureux et que nous condamnons avec force de Kaolack, où on a déterré un homme mort pour je dirais pour carrément le brûler c'est pas l'incinérer, c'est très différent, pour le brûler en public dans un auto-da-fé qui fait peur et tout. Je pense que là, c'est justement les conséquences d'un débat mal engagé entre des politiciens qui ont voulu faire de cette question, qui n'est même pas une vraie question, c'est un faux débat, de faire de ça leur agenda. Des associations en mal d'existence qui ont érigé un débat qui n'a pas lieu d'être au Sénégal, qui n'est même pas un débat de société en réalité, c'est un débat de politiciens. Et ces politiciens ont manipulé des jeunes. Donc voilà où on en arrive. Mais la position du président Macky Sall, c'est la position de l'Afrique. C'est-à-dire, nous sommes des pays, des espaces de tolérance. Ce n'est pas en Afrique où on a assisté à des pogroms contre les communautés. Je vous rappelle que la Shoah, c'est bien en Europe, c'est dans cette civilisation qui prétendait nous apprendre, nous civiliser. C'est là-bas qu'il y a eu les plus grandes horreurs. L'esclavage, c'est chez eux. Donc l'Afrique a toujours été tolérante. Peut-être c'est pourquoi elle en a payé le prix. D'ailleurs, l'Afrique a toujours été accueillante, curieuse des échanges. Et peut-être c'est pour cela qu'elle a dans l'histoire subi plutôt que provoqué ou bien que causé. Donc moi je me dis que la société africaine, depuis la charte du Grand Mandé, qui est la première mouture de la charte des droits de l'homme, et depuis l'empire, donc son rail, les grands empires francs, l'Égypte et tout, nous pouvons dire que quand même on n'a pas de leçon de tolérance à recevoir. Mais entre les idéologies, les débats politiques ou les débats existentialistes de la part des politiciens qui veulent se positionner, donc qui veulent renoncer à leur débat national pour exporter leur frustration à l'international, l'Afrique dit non. Alors, l'Afrique n'a pas de leçon de tolérance à recevoir. Merci pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres dans cette antenne consacrée à l'homosexualité en Afrique, un débat politique, économique, financier ou un faux débat. À vous d'en juger. Financial Afrique vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau grand débat. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.